Bienvenue dans le podcast T'as la forme, l'émission qui parle de santé, de nutrition et de physiologie interne, ton rendez-vous bimensuel qui va te permettre d'améliorer ta santé. Hello à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Écoute, on est parti pour ce nouveau podcast. Enfin, il est là, enfin, il est arrivé, il a été demandé, il a été attendu, il a été annoncé. Enfin, il est là, c'est pas trop tôt, parce que ça fait un petit moment qu'on travaille dessus avec l'équipe. Et c'est vrai que c'est un podcast qui a été retardé, qui a été annoncé pour être retardé de nouveau, mais c'est bon, là, c'est enfin là. La série peut enfin démarrer. Petit rappel, avant de commencer à attaquer le vif du sujet, ce podcast sera publié une fois toutes les 2 semaines, le dimanche, voilà tout simplement. Pour ce premier podcast, nous allons parler d'un sujet 101, d'un sujet de base, c'est ce qu'on appelle tout simplement le métabolisme. Alors j'ai vraiment voulu commencer par cette notion puisque le métabolisme aujourd'hui est vraiment au centre de tout et le métabolisme est vraiment le centre de notre physiologie, le centre de notre santé. Et c'est encore une fois quelque chose qui concerne absolument tout le monde aujourd'hui. Il est important d'avoir un bon métabolisme, il est important d'avoir un métabolisme qui est sain, il est important d'avoir quelque chose, en tout cas d'avoir une machine qui tourne, parce que lorsque la machine tourne, mais encore une fois, tout va bien, d'accord ? Donc ce premier podcast sera entièrement dédié au méta. On va rappeler des notions de base, on va aller un peu en profondeur et c'est vraiment pour ça que ce podcast est vraiment un peu la base de tous les autres podcasts qui vont suivre par la suite, vraiment le Méta 101. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps humain est décomposé en multiples organes, multiples appareils, multiples systèmes ayant chacun des fonctionnalités différentes qui sont complémentaires les unes avec les autres mais qui vont également agir en synergie les unes avec les autres. Le corps fonctionne vraiment sur un principe où chacune des étapes qui le composent, si vous voulez, sont vraiment successives, mécaniques et encore une fois travaillent en synergie les unes avec les autres, ce qui veut dire que si l'une des parties ne fonctionne pas, l'autre partie va peiner pour fonctionner ou ne pourra pas atteindre son plein potentiel pour fonctionner. Chaque système est vraiment impliqué dans une ou des fonctions spécifiques essentielles au bien-être et au maintien de la vie et de la santé, entre guillemets, je pense qu'on peut dire ça comme ça, oui, au maintien de la vie et de la santé de l'individu. Et encore une fois, la défaillance d'un système ralentit sur l'ensemble, va ralentir la structure de l'ensemble, va ralentir les autres fonctions de physiologie interne. Une problématique sur le point A peut entraîner une problématique sur le point B qui peut accentuer cette même problématique au niveau du point A, qui peut faire ralentir le point C, etc., etc. Et c'est là que vous comprenez encore une fois que tout est interconnecté, que tout est lié et que l'une des fonctions ne va pas sans l'autre. Le point C, par exemple, au même titre, s'il est touché, va tout simplement accentuer les problématiques qui sont présentes sur le point A et sur le point B, mais il va également amener des problématiques sur ce point C et ainsi de suite, et ramener une problématique sur le point D, etc. Voilà. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'on parle du méta, lorsque l'on parle de physiologie, tout est interconnecté puisque, encore une fois, chacun des systèmes fonctionne dans un ensemble d'étapes qui est successif. C'est mécanique, ça agit en synergie les unes avec les autres et encore une fois, chacune des parties ne va pas l'un sans l'autre. Quand on parle de physiologie, on parle tout simplement de l'étude du fonctionnement du corps, des différents systèmes qui vont composer ce même corps et ce même organisme et ce même écosystème, entre guillemets, des différents organes qui en font partie, etc., etc. Et encore une fois, j'insiste, quand on parle de physiologie interne, on parle d'un ensemble qui ne peut pas être dissocié l'une des autres. Et encore une fois, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, c'est que chacune des parties va vraiment agir en synergie les unes avec les autres et que chacune des parties ne peut pas aller sans l'autre, encore une fois. Pour faire simple, encore une fois, quand on travaille sur tout ce qui est physiologie, la physiologie des gens de manière générale, c'est tout simplement, encore une fois, une façon d'optimiser vraiment le fonctionnement du corps et donc par conséquent d'optimiser la santé et de prendre soin de votre santé. Encore une fois, j'insiste, n'oubliez pas qu'il vous coûtera aujourd'hui beaucoup plus cher de tomber malade que d'être en bonne santé. Ni plus ni moins. Donc quand on parle encore une fois de travailler sur la physiologie interne, on parle tout simplement sur le fait d'optimiser le fonctionnement du corps humain et donc par conséquent la santé qui va en découler. Je vais vous donner un exemple très simple pour vous montrer que vraiment tout est lié. Alors bon, là, on va vraiment rentrer un peu dans de la physiologie vraiment un peu poussée. Donc je vais vraiment essayer de synthétiser au plus simple. On va prendre l'exemple du fer, de la dopamine et du fait que par exemple le corps est dans un état de stress. On va aussi parler de la vitamine A et vous allez voir que vraiment tout est lié. D'accord ? La synthèse de la dopamine est dépendante principalement de 2 enzymes. La première, c'est la phénylalanine hydroxylase. Et la tyrosine hydroxylase, d'accord ? Et ces 2 enzymes-là, par exemple, sont extrêmement dépendantes du fer pour fonctionner. La carence en fer, un manque de fer, qui est très courant notamment chez les femmes dans la
plupart des cas en tout cas. Et encore une fois, ça se comprend surtout quand on connaît à quel point la physiologie féminine est très demandante en termes de fer. La carence en fer peut créer une diminution de la synthèse de la dopamine. Et la dopamine, on sait que c'est un neurotransmetteur qui est extrêmement important et qui a vraiment un rôle rempart contre le stress parce qu'il permet tout simplement de synthétiser l'adrénaline. La synthèse des hormones thyroïdiennes, les fameuses hormones thyroïdiennes qui sont tellement importantes pour la santé de notre physiologie, sont extrêmement dépendantes du fer et de la quantité de fer qu'on va avoir à disposition. Si vous n'avez pas de fer, la synthèse des hormones thyroïdiennes va être malheureusement très compliquée. L'activité mitochondriale, tout simplement le fonctionnement même des cellules et le métabolisme lui-même sont extrêmement dépendants de la quantité de T3 que vous allez avoir à disposition. D'accord ? Et encore une fois, si vous n'avez pas assez de fer, ça va être très compliqué pour les hormones thyroïdiennes d'être synthétisées, mais aussi pour cette activité mitochondriale de pouvoir être produite, etc. Les mitochondries sont moins performantes. S'il y a moins de T3, les mitochondries vont être moins performantes, vont produire moins d'énergie, ce qui va forcément se faire ressentir et se répercuter sur le métabolisme de manière générale. Et ça peut se traduire par des états de fatigue, des états de nervosité, des états d'anxiété, etc., etc., etc. Le fer est indispensable, par exemple, aux protéines de la chaîne de transport des électrons. C'est-à-dire qu'en fait, s'il manque du fer, cela peut malheureusement, entre guillemets, induire une diminution de la production d'énergie qu'on connaît plus communément sous ce qu'on appelle l'ATP. Moins il y a d'ATP, moins il y a d'énergie qui est produite et plus la personne, par exemple, peut se sentir fatiguée. Un autre exemple, un organe qui est très dépendant également de la quantité d'ATP disponible, c'est le cerveau. Le fer est extrêmement important également pour la création de l'hémoglobine et des globules rouges. Il y a une problématique de santé qui est très connue malheureusement par rapport à ça lorsqu'il y a un manque de fer. C'est ce qui s'appelle l'anémie ferriprive, qui malheureusement est le résultat d'une carence trop importante en fer. Alors, le fer contenu dans l'hémoglobine, encore une fois, se combine avec les molécules d'oxygène, d'accord ? Et c'est ce qui va permettre principalement ça. La carence en fer, encore une fois, ou des fois on peut aussi appeler anémie ferriprive. Alors attention, on peut très bien avoir une carence en fer et ne pas avoir forcément d'anémie ferriprive. Mais très souvent, une anémie ferriprive est un type d'anémie qui est constaté lorsqu'il y a un manque de fer. Mais cette anémie, malheureusement, entraîne une diminution de l'apport en oxygène jusqu'aux cellules cibles. Et le problème, c'est que la grande majorité des réactions biochimiques sont vraiment dépendantes de l'oxygène pour pouvoir être là, y compris la synthèse d'ATP. Donc en fait, ça vient rejoindre le point précédent que je vous ai cité. Le manque de fer peut entraîner l'altération de la phase de détoxification du foie. Le foie est extrêmement demandant en fer pour permettre aux différentes phases. Il y a 3 phases, oxydoréduction, conjugaison et élimination. Et la première phase, donc du coup la phase 1 de détoxification, qui est l'oxydoréduction, est extrêmement demandante en termes de fer, puisque certaines protéines qu'on appelle plus communément les cytochromes sont dépendantes du fer pour être créées et pour aussi faire le taf, quoi. L'altération de la phase 1, cette fameuse phase d'oxydoréduction que des fois on peut aussi appeler phase de détoxification, peut entraîner une augmentation entre guillemets du stress oxydatif et du coup une inflammation potentielle. Et le problème, c'est que les tissus touchés par le stress oxydatif et l'inflammation ne peuvent pas forcément fonctionner à pleine capacité et par exemple, encore une fois, ça peut se faire ressentir sur la création d'ATP. Et encore une fois, ça nous ramène au point que j'ai cité juste avant, moins d'ATP, moins d'énergie, qui peut par exemple nous amener de la fatigue, de la nervosité, de l'anxiété, etc., etc., etc. Un autre exemple, où tout à l'heure je vous parlais de la vitamine A, la synthèse de vitamine A est extrêmement dépendante de la conversion du bêta-carotène, par exemple, via une enzyme qui s'appelle la bêta-carotène dioxygénase. Le problème, c'est que cette enzyme qui permet la conversion de bêta-carotène en vitamine A est extrêmement dépendante du fer. Et la synthèse et la biotransformation des hormones thyroïdiennes sont extrêmement dépendantes de la vitamine A. Et les récepteurs de T3 sont également dépendants de vitamine A pour pouvoir bien assimiler justement la T3, etc. et bien la capter. Et en fait, c'est là qu'on comprend encore une fois que tout est lié et ça rejoint le tout premier point que je vous disais, que vraiment la physiologie, quand on parle encore une fois de physiologie, c'est un système où il y a différentes fonctions qui sont imbriquées les unes avec les autres et que chacune des fonctions, chacun des systèmes qui va composer cet écosystème ne va pas l'un sans l'autre et que c'est vraiment une succession d'étapes qui est vraiment successive, mécanique et qui va agir vraiment en synergie les unes avec les autres et encore une fois, vous ne pouvez pas faire sans, d'accord ? Et c'est ça qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que quand on parle de physiologie, il faut toujours
concevoir et comprendre que la physiologie, c'est un tout. Alors, et encore une fois, j'insiste, si le point A est touché, ça va venir toucher le point B, qui va par exemple entraîner le point C et entraîner le point D et entraîner le point E. Point E qui est touché va venir accentuer le point B, accentuer le point C va revenir toucher le point A, et encore une fois, c'est le fameux serpent qui se mord la queue, et après on n'y comprend plus rien, etc., etc., etc. D'accord? L'analogie que j'aime bien donner quand j'ai ce genre d'exemple pour que les gens puissent comprendre, c'est que imaginez un peu que vous avez une chaîne, tout simplement, autour de votre cou, ou une gourmette, ou peu importe. Et si malheureusement l'un des maillons de la chaîne commence à être un peu plus faible, ou qu'il est cassé, ou que malheureusement il est plus en état de faire sa fonction qui permet justement de faire en sorte que la gourmette ou que la chaîne est autour de votre cou ou autour de votre poignet, et malheureusement la chaîne risque de tomber. Et après c'est l'intégrité même de la chaîne qui risque d'être complètement touchée, quoi. Le plus vous êtes en santé, et vous avez une physiologie qui tourne, et le mieux vous vivrez. Si vous êtes en santé, si vous avez encore une fois une physiologie qui tourne, c'est l'assurance, par exemple, de rentrer dans l'âge et d'avoir beaucoup moins d'effets qui vont être amenés par l'âge, par exemple. Beaucoup moins de fatigue, beaucoup moins de chances de tomber malade, et aussi l'assurance indirectement d'avoir un corps qui va se dégrader, entre guillemets, je dis bien, avec l'âge beaucoup moins vite. D'accord? Notre corps est composé vraiment de différents systèmes. Un système est composé, si vous voulez, de 2 organes ou plus, et de tissus qui vont constituer une unité qui assure le même fonctionnement ou un ensemble de fonctions. D'accord? Donc, je vais énumérer différents systèmes pour que vous puissiez vraiment comprendre, et les tissus qui sont par exemple associés. Comme ça permettra vraiment de pouvoir imager le truc. Donc en premier, par exemple, on a l'un des plus connus, qui est le système musculaire et squelettique, qui lui va tout simplement assurer le soutien du corps et la locomotion, le mouvement, tout simplement. Ce système-là est composé d'os, de cartilage, de ligaments, de muscles striés squelettiques, de tendons, etc. On a ensuite un autre système qui est très connu, qui est ce qu'on appelle le système endocrinien et nerveux, qui, eux, ont des fonctions d'intégration et de coordination pour simplement assurer que le corps a un fonctionnement cohérent. Alors, on peut très bien citer des glandes endocrines, l'hypothalamus, l'hypophyse, l'épiphyse, le pancréas, très connu, la thyroïde qui est l'une des plus connues, la parathyroïde, les glandes surrénales, les reins, le système gastro-intestinal, les thymus, les ovaires, les testicules, voilà, en gros, et d'autres organes. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps est une machine à produire du nerveux, une machine à produire des hormones, et que tout cet ensemble-là, encore une fois, a une fonction d'intégration qui permet de faire en sorte que le corps fonctionne avec pertinence, logique et cohérence, et que ça assure un fonctionnement, encore une fois, cohérent au niveau du corps. On a un autre système aussi qui est très connu, c'est ce qu'on appelle le système respiratoire. Des fois, on peut l'appeler circulatoire, des fois lymphatique et aussi urinaire. Très souvent, ces 4 systèmes sont un peu mis dans le même, et ces 4 systèmes-là vont assurer le transport et la transformation des substances du corps, et par exemple assurer les échanges d'O2 et de CO2, réguler le pH de l'organisme, etc., etc. Donc ce système-là, est très souvent composé du nez, du pharynx, du larynx, de la trachée, des bronches, des poumons, etc., etc. Un autre système qui est très connu, le système digestif, qui assure la dégradation mécanique et chimique des aliments pour qu'ils puissent être utilisés par l'organisme, qu'ils puissent être métabolisés, utilisés, synthétisés, puis après éliminés, pour tout simplement fournir à l'organisme tout ce dont il a besoin pour faire en sorte qu'il puisse fonctionner au niveau des macronutriments, des micronutriments, des acides gras, des fibres, des polyphénols que vous allez consommer, de l'eau par exemple, etc., etc. Et ce système-là est composé de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin, des glandes salivaires. On pourrait aussi citer le pancréas, le foie, la vésicule biliaire, etc., etc., etc. Aussi, petit rappel, pour ceux qui ne savent pas, j'ai sorti un e-book en partenariat avec Joséphine sur le système digestif. C'est un e-book qui va rappeler tous ces essentiels-là, notamment au niveau du système digestif, et qui va également vous apprendre pas mal de choses sur chacun, sur le fonctionnement et sur le rôle de chacun des systèmes qui composent, encore une fois, le système digestif, la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, le petit intestin, le gros intestin, les glandes salivaires, etc. Et que ça va également vous apprendre à gérer aussi tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable, les SIBO, les IMO, l'intolérance à l'histamine. Donc vraiment, je vous invite vraiment à prendre cet e-book, parce que honnêtement, il est vraiment hyper complet, et on a vraiment mis beaucoup de temps à le faire. Et pour le moment, en tout cas, les retours que l'on a sont vraiment hyper positifs par rapport à ça. Le petit aparté est terminé. Nous avons aussi par exemple le système respiratoire qui lui va assurer l'oxygénation du sang, éliminer le dioxyde de carbone par exemple, et qui va participer à la régulation de la balance acido-basique,
Et ce système-là est composé du nez, du pharynx, du larynx, de la trachée, des bronches, des poumons, etc., etc. On a d'autres systèmes, comme le système circulatoire, qui lui va transporter les gaz respiratoires, les nutriments, les déchets et les hormones, et il va par exemple participer à la régulation de la température du corps. Il va participer à la régulation lui aussi de l'équilibre acido-basique, mais également protéger l'organisme des pertes d'eau qu'il pourrait potentiellement avoir, mais également des maladies. Et ce système-là est composé du cœur, des vaisseaux sanguins, du sang, etc. Nous avons aussi un autre système qui est le fameux El Famoso système immunitaire, qui lui transporte la lymphe en provenance des tissus jusqu'au courant sanguin et qui va participer à la défense de l'organisme contre les différentes infections qu'il pourrait rencontrer, et qui va également participer à l'absorption des graisses, d'accord. Et dans ce système-là, il est composé de globules blancs, de vaisseaux, de ganglions lymphatiques, la rate, le thymus, les tissus lymphoïdes, etc., etc., etc. D'accord. On a aussi le tissu urinaire qui lui va éliminer les déchets transportés par le sang, réguler la composition chimique, le volume et la balance électrolytique du sang. Mais il va également, lui, à son tour, participer à l'équilibre acido-basique de l'organisme. Okay, et il a aussi un rôle extrêmement important sur le contrôle de la composition minérale organique du plasma, etc. Voilà. Et par exemple, ce système-là est composé des reins, de l'urètre, de la vessie, etc. Un autre système qui, lui, est beaucoup moins connu, qui est le système tégumentaire, qui, lui, a un rôle de protection au niveau du corps et qui va assurer tout ce qui est régulation de la température corporelle, élimination des déchets, qui a aussi un rôle extrêmement important dans tout ce qui est réception des stimuli sensoriels. Alors, on peut par exemple rentrer un peu plus en détail dans la composition de ce système. Il est composé de la peau, des poils, des ongles, des glandes sudoripares, qui sont les glandes sudoripares. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont simplement les glandes qui vont simplement permettre de sécréter la sueur, donc la transpiration. Et ça va tout simplement permettre la thermorégulation, qui vont permettre de réguler la température corporelle en cas de forte chaleur, qui vont permettre d'assurer une certaine hydratation au niveau de la peau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça a également un rôle immunitaire. Ça va également permettre la cicatrisation de la peau de par la sécrétion de ce qu'on appelle les kératinocytes, qui vont former une nouvelle couche de peau, etc., etc. Et la sueur sécrétée par ces fameuses glandes sudoripares est composée à 99% d'eau et d'électrolytes. Et cette sueur est aussi composée de ce qu'on appelle le chlorure de sodium. Et c'est pour ça qu'en fait, quand des fois vous goûtez votre sueur, vous avez un goût qui est légèrement salé, puisque votre sueur est énormément composée de sodium. Donc d'où l'important également lorsque vous faites un effort, de vous assurer encore une fois que vous avez un apport aussi au passage en sodium qui est extrêmement important afin de combler les pertes que vous allez avoir, d'accord. Au même titre que vous devez de consommer impérativement du sodium de manière régulière sur la journée, et notamment au niveau des repas, mais aussi assurez-vous de consommer régulièrement des minéraux, du magnésium, du calcium et du potassium de par l'alimentation en premier lieu, et éventuellement la supplémentation si jamais vous en avez besoin, puisque votre sueur est extrêmement riche en minéraux. On pourrait aussi parler de ce qu'on appelle les glandes sébacées, ces fameuses glandes qui permettent de sécréter le sébum. Et le sébum, il a un rôle extrêmement important dans l'hydratation de la peau. Il a un rôle bactéricide et il permet de lubrifier le poil. Il a un rôle de protection contre tout ce qui est agression, les chocs, etc. Il a aussi un rôle de communication. L'apparence de manière générale du tégument communique de manière assez indirecte avec les autres individus qui, avec les différentes informations, permettent plus ou moins de traduire l'état de santé ou le vieillissement de l'organisme. Et justement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système tégumentaire-là est extrêmement intéressant par rapport à ça. C'est grâce à ce système tégumentaire également qu'on peut synthétiser de la vitamine D. Alors on va pas rappeler le rôle de la vitamine D, puisque ça fera, je pense, l'objet d'un autre podcast, mais on sait à quel point la vitamine D est importante pour notre santé immunitaire, pour le plan digestif, pour le plan osseux, pour la santé thyroïdienne, pour notre santé et pour notre bien-être de manière générale. Et par exemple, ce système tégumentaire est aussi extrêmement important pour aussi la perception de la douleur. On va terminer avec le système reproducteur, ou que des fois on peut appeler système génital aussi. Ça dépend de quel bord vous allez vous placer, qui lui donc du coup va assurer la production des hormones sexuelles et des gamètes pour la reproduction et tout simplement pour permettre à l'espèce de perdurer, tout simplement. Et ce système-là est composé de testicules, des ovaires, de l'utérus, du pénis, du vagin et de toutes les glandes, entre guillemets, sexuelles qui vont être associées à ça. Les glandes, on peut aussi noter les glandes mammaires, etc., etc. D'accord ?
Le métabolisme est un terme qui s'est vraiment, je pense, popularisé grâce aux réseaux sociaux. On peut entendre beaucoup de choses concernant le fait qu'il ralentisse, concernant le fait qu'il se bloque, concernant le fait qu'on peut l'accélérer, le booster. Il y a même certaines personnes qui parlent de relance métabolique, qui est un terme malheureusement qui est très souvent utilisé, mais encore une fois, vous ne pouvez pas relancer un métabolisme, ce n'est pas possible. Le métabolisme ne ralentit pas, le métabolisme ne se bloque pas, le métabolisme n'accélère pas, on ne peut pas booster le méta, on ne peut pas relancer le méta, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Et en fait, quand on entend des termes comme ça, c'est là qu'on peut malheureusement voir qu'il y a vraiment un manque de compréhension sur ce qu'est exactement le métabolisme. Il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de stéréotypes, beaucoup de fantasmes par rapport à tout ça. Et on va essayer un peu de tenter en tout cas de vous faire un peu comprendre le pourquoi du comment et de vous montrer encore une fois que malheureusement il y a beaucoup d'idées reçues par rapport à ça qui se véhiculent sur les réseaux sociaux et qui même sont employées de par les praticiens de santé de manière générale et par les coachs, naturopathes et par certains médecins, etc. Mais encore une fois, c'est entièrement faux. Alors, quand on va par exemple sur Wikipédia et qu'on tape métabolisme, la première définition qu'on nous sort, c'est que le métabolisme est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'un être vivant pour lui permettre notamment de se maintenir en vie, de se reproduire, de se développer et de répondre aux stimuli de son environnement. On va donner une définition qui est un peu plus pratique avant de donner une définition qui est un peu plus philosophique. Dans la définition pratique, le métabolisme représente tout simplement la totalité des échanges énergétiques du corps humain. D'accord ? Ça veut dire qu'en fait, et à ça, on peut rattacher aussi le fait qu'il y a l'ensemble des processus métaboliques du corps qui sont nécessaires pour le maintenir en vie, pour maintenir le fonctionnement et l'intégrité des systèmes qui composent ce même métabolisme. En gros, c'est tout ce que je vous ai cité avant, d'accord ? Couplé au fait que y a un échange énergétique entrant et sortant, d'accord ? Et encore une fois, dans tous ces systèmes-là, on a le système immunitaire, la digestion, on a tout ce qui est, encore une fois, le système reproducteur, le système tégumentaire et tous les autres systèmes que je vous ai cités. D'accord ? Mais on peut aussi prendre d'autres composants, d'autres sous-composants entre guillemets de ces mêmes systèmes, tout ce qui est régulation hormonale, la réparation cellulaire, la détoxification des organes, l'alimentation en elle-même, la libido par exemple, la motivation, etc., etc., etc. D'accord ? Maintenant, je vais vous donner ma propre définition à moi du métabolisme. Alors ça va être un peu philosophique parce que alors ça c'est pas forcément quelque chose que vous allez apprendre, que vous allez forcément lire dans les livres ou qu'on va peut-être vous enseigner en cours. Ça c'est plus la perception que moi aujourd'hui j'ai par rapport au métabolisme, qui est que le métabolisme en fait représente toutes les idées précédentes qui ont été citées, d'accord ? Mais à ça, vous pouvez ajouter que le métabolisme c'est également ce que nous avons eu, ce que nous avons été, c'est notre passé, c'est nos antécédents, nos traumas passés, notre éducation passée, etc., etc. Mais le métabolisme va également représenter ce que nous sommes, notre présent et ce que nous faisons. Mais notre métabolisme est également ce que nous serons et il est également la direction que nous prenons de par le fait que nous mettons par exemple en place un environnement qui est sain et de par les décisions que nous prenons, d'accord ? Et encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous avons un individu, d'accord ? Cet individu va être plus ou moins influencé par différents facteurs qui font que l'état de santé de cet individu est ce qu'il est à ce moment précis aujourd'hui. Donc admettons que au moment où je tourne ce podcast, nous sommes le 10 janvier, d'accord ? Il est 6h04. Admettons que je parle à quelqu'un qui s'appelle Julien. Julien vient me voir en suivi. Et Julien, en date du 10 janvier, a tel état de santé par toutes les composantes qui l'ont amené. Donc par exemple, on pourrait citer la composante de la génétique. Alors la génétique, il y a beaucoup de fantasmes aussi par rapport à la génétique, malheureusement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la génétique, on sait que ça joue un rôle important, ça joue un rôle prépondérant pour votre santé future, mais pas autant que ce que vous pourrez penser. En fait, essayez de voir un peu la génétique un peu comme, je sais pas si vous avez déjà joué un peu à des Souls par exemple, à des jeux où les personnages de base ont différentes caractéristiques, d'accord ? La génétique, c'est un peu ça, c'est un peu les caractéristiques de base, si vous voulez, de votre personnage lorsque vous allez choisir, lorsque vous allez naître. Il y a certains personnages qui vont naître avec des caractéristiques de godlike. Ça, c'est connu, c'est comme ça, c'est la génétique, c'est comme ça, d'accord ? Il y a des personnes qui vont naître avec une génétique, tout ce qu'il y a de plus basique, et malheureusement, il y a des personnes qui vont naître avec une génétique qui n'est pas forcément la plus favorable. Mais j'insiste, votre génétique ne va pas forcément définir votre finalité. Elle ne va pas forcément définir l'arrivée
que vous allez avoir, elle définit le départ, mais en aucun cas, elle ne va définir le voyage et en aucun cas, elle ne va définir l'arrivée. Alors oui, des fois, elle peut encore une fois définir certaines choses, mais encore une fois, on peut dire que c'est l'exception qui confirme la règle, notamment par rapport à des personnes qui ont des maladies génétiques. Là, c'est différent, mais jusqu'à preuve du contraire, cela ne représente pas la majorité des personnes, et dites-vous bien que dans 80 à 90% des cas, nous sommes toutes et tous soumis aux mêmes règles de physiologie et de biologie, et ça, on ne peut pas y déroger. D'accord ? Il y a en effet certaines personnes qui, encore une fois, peuvent déroger un peu à ces règles de par la génétique qu'elles ont, de par des maladies génétiques ou de par des traitements très particuliers, des personnes qui par exemple prennent des bêta-bloquants ou des personnes qui vont prendre des traitements pour certains cancers très particuliers ou des personnes qui par exemple font des chimiothérapies ou qui sont dans des cas de santé très particuliers. Mais encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, ces personnes-là ne représentent pas la majorité, et ce qui veut dire que dans 80 à 90% des cas, nous sommes tous soumis aux mêmes règles de biologie et de physiologie et nous ne pouvons pas y déroger. Donc, on reprend notre exemple, encore une fois, la santé d'un individu et l'état d'un métabolisme, entre guillemets, peut être défini, encore une fois, par différents facteurs, dont la génétique que je viens de vous expliquer. Il y a aussi un autre facteur qui est très important et qui, lui, par contre, va avoir un impact beaucoup plus important que ce qu'on pourrait penser. C'est le style de vie que vous avez, l'alimentation que vous avez, le sommeil, la façon dont vous arrivez à gérer votre stress, la façon dont vous allez boire, etc. Enfin bref, tout ce que vous allez faire pour conditionner votre vie. Est-ce que vous êtes sportif? Est-ce que vous êtes sédentaire? Etc., etc., etc. La façon dont vous vivez tout simplement. Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous buvez? Etc., etc., etc. Et le style de vie que vous avez va fortement venir influencer votre état de santé que vous avez actuellement, mais bien sûr potentiellement votre état de santé futur. Et c'est pour ça que un tout petit peu avant, je vous disais que le métabolisme, et encore une fois, est-ce que nous avons eu, ce que nous avons été, notre passé, nos antécédents, notre trauma, notre éducation passée, etc., etc. Notre métabolisme représente également actuellement ce que nous sommes, notre présent et ce que nous faisons, mais il représente également ce que nous serons, la direction que nous prenons, etc., etc. Et le style de vie, encore une fois, a conditionné, puisque notre style de vie, encore une fois, est aussi la résultante de notre passé. Donc, ce que vous avez fait dans votre passé va affecter votre présent, ce qui va influencer votre futur. Et c'est pour ça qu'il y a toujours cette notion, de temporalité. En fait, quand on parle du méta, c'est passé, présent et futur. Et votre style de vie est probablement l'un des facteurs les plus importants lorsque l'on parle de santé, lorsque l'on parle de métabolisme. D'accord ? Il faut comprendre également que tous nos antécédents, malheureusement, c'est triste à dire, mais la plupart des personnes qui ont connu des traumas, harcèlement par exemple à l'école, harcèlement à l'école, agression sexuelle, attouchement, contexte familiaux très particulier, etc., 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 troubles du comportement alimentaire pendant très longtemps, sont des personnes malheureusement qui, pour un certain futur, seront susceptibles, malheureusement, ou auront peut-être, je dis bien peut-être, une certaine prédisposition à déclencher plus facilement peut-être des problèmes de santé, comme des problèmes digestifs, des problématiques hormonales, etc., etc., etc. Donc les antécédents que nous avons eus sont extrêmement impactants et c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, puisque c'est ce qui va vraiment définir l'état de santé que vous allez avoir au présent et potentiellement l'état de santé et l'état de votre méta que vous allez avoir à l'avenir. Il y a aussi le fait que vous ayez pris les traitements médicamenteux pendant très longtemps. On se rend compte que par exemple les personnes qui ont pris beaucoup de traitements antibiotiques, beaucoup de traitements à base d'IPP par exemple, sont malheureusement à l'avenir des personnes qui seraient peut-être potentiellement susceptibles d'avoir un système digestif un peu moins coopérant, on peut dire ça comme ça, un peu moins conciliant, un peu moins dans la norme. Et on se rend compte que très souvent lorsqu'on a affaire en suivi à des personnes qui ont des problématiques digestives, c'est des personnes qui pendant très longtemps, par exemple, ont été soumises à beaucoup de traitements antibiotiques, par exemple. Et les traitements médicamenteux que vous avez, je pense aussi notamment, par exemple, à des personnes qui ont pris des traitements anxiolytiques et antidépresseurs pendant très longtemps. On sait à quel point malheureusement ces traitements-là sont extrêmement lourds pour la physiologie, pour tout ce qui est système dopaminergique, sérotoninergique, etc., etc. Tout ce qui est tout simplement la régulation des neurotransmetteurs au sein de l'organisme. Et on sait à quel point la dopamine et la sérotonine sont importantes pour notre physiologie de manière générale et pour notre santé et pour notre bien-être de manière générale. Il y a aussi la qualité de l'environnement dans lequel vous allez. La qualité de l'environnement que vous allez avoir, qui elle aussi est extrêmement importante pour conditionner votre métabolisme et votre santé future.
Quand on parle d'un environnement sain, vous devez comprendre il est extrêmement important d'avoir un environnement professionnel de qualité, un environnement social de qualité, un environnement de couple de qualité, un environnement familial de qualité. Environnement professionnel, c'est quoi? Vous allez voir que ce que je veux dire, c'est vraiment bateau, c'est très très con, c'est que de la logique, mais il est extrêmement important d'avoir tous les jours un environnement professionnel de qualité, par exemple de faire un taf qui vous plaît. C'est très bête, hein, mais c'est important de faire un taf qui vous plaît. Pourquoi? Parce que vous voulez vous levez tous les jours avec le smile, vous avez la patate, vous avez la pêche, vous avez le sourire, c'est pas une pression, c'est pas une frustration, vous êtes content de vous lever. Et encore une fois, on sait qu'aujourd'hui, travailler représente une bonne partie du temps malheureusement que l'on va passer. Et croyez-moi que la plupart des personnes qui ont malheureusement un taf qu'ils font pendant des années et des années et des années, surtout un taf qu'ils n'aiment pas, sont beaucoup plus susceptibles, malheureusement, d'avoir des fatigues qui commencent à arriver, des fatigues chroniques qui commencent à se déclencher, et potentiellement ça peut aller jusqu'au burn-out pour certaines personnes. Donc c'est vraiment extrêmement important d'avoir un environnement professionnel de qualité, puisque ça conditionne énormément de choses. Et encore une fois, n'oubliez pas que le travail aujourd'hui représente une part très importante de notre vie, d'accord? Et encore une fois, il est très courant de voir des personnes qui font un taf qu'ils détestent pendant des années et finir en burn-out, et j'en passe, et des meilleurs, et en sachant que si vous faites un taf que vous n'aimez pas, sur le long terme, ça peut vous générer de la fatigue qui va amener du stress, et stress qui va ramener de la fatigue. Mais ce qu'il faut comprendre là, c'est que ce postulat-là, on peut le prendre et le tourner dans le sens où la fatigue va amener du stress et le stress va ramener de la fatigue derrière. Et encore une fois, on en revient dans cette fameuse boucle où c'est le serpent qui va se mordre la queue. Il est important également d'avoir un environnement social de qualité, d'accord? Un environnement où vous êtes entouré de personnes de qualité, des personnes qui vous tirent vers le haut. Et je suis désolé de dire ça, mais pas des boulets qui vous tirent vers le bas, pas des personnes toxiques, des personnes qui vont ponctionner votre énergie, des personnes malheureusement qui sont en couple avec des pervers narcissiques. C'est très compliqué, c'est très très compliqué. Et vous devez, pour vous, de mettre en place un environnement social de qualité, d'accord? C'est important que vous ayez autour de vous des personnes qui vous tirent vers le haut, qui vous encouragent dans vos projets, qui vous poussent, qui vous motivent à toujours donner le meilleur de vous-même, des personnes qui sont présentes pour vous. Et vous devez également d'avoir des interactions sociales de qualité. On sait à quel point aujourd'hui avoir une vie sociale de qualité est extrêmement important pour notre santé de manière générale, pour notre santé psychologique, mais également pour notre santé physiologique, d'accord? Important, très 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 important d'avoir un environnement familial de qualité. Alors ça comme on dit, malheureusement, comme le dit l'adage, hein, on ne choisit pas sa famille malheureusement. Donc bon, ça, des fois certains facteurs font que. Donc à la limite, on peut comprendre que c'est peut-être un facteur sur lequel il est peut-être un peu plus compliqué de jouer. Mais si vous êtes à même de concevoir votre famille, soyez sûr d'avoir un environnement familial le plus qualitatif possible. Et enfin, un environnement de couple de qualité. On sait à quel point la vie de couple est importante pour le bien-être de manière générale sur tous les aspects de notre vie, sur tous les aspects de physiologie, mais aussi psychologique, mais également physique. Vous devez d'avoir une vie de couple de qualité, d'accord, d'être avec une personne qui vous soutient, que ce soit ou un homme ou une femme, bref, peu importe. Vous devez d'être avec une personne qui vous soutient dans vos projets, d'être avec une personne qui est là pour vous épauler, une personne qui est là pour vous écouter, une personne qui est présente pour vous. Et croyez-moi qu'avoir une vie de couple de qualité, une vie de couple qui est solide, c'est pas forcément facile aujourd'hui, hein, ça on le sait malheureusement. Mais c'est hyper important. Et enfin, d'avoir un environnement entre guillemets personnel, une image, l'image que vous avez de vous-même. Encore une fois, on vous demande pas de faire comme tous ces Américains, vous savez, qui font une sorte de routine où tous les matins ils sont ils sont pendant 1 heure devant la glace en train de dire c'est moi le meilleur, c'est moi qui vais tout péter aujourd'hui. Non. Mais ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un minimum d'estime pour vous-même. Et croyez-moi que cette estime que vous allez avoir par rapport à vous-même, cette confiance que vous allez avoir par rapport à vous-même est quelque chose qui va fortement influencer votre motivation au quotidien, votre discipline que vous allez avoir au quotidien. Ça vous amène un bien-être psychologique, ça vous amène beaucoup de choses, beaucoup de positifs également.
Et croyez-moi que c'est quelque chose qui est extrêmement important, qu'il ne faut surtout pas négliger, d'accord? En termes d'environnement également, pensez à mettre en place tout ce qui est exercice de respiration, méditation éventuellement. Pensez à vous exposer au soleil, hein. La qualité, le soleil est extrêmement important pour notre santé de manière générale. La lumière du soleil, par exemple, est extrêmement important pour la synthétisation de la vitamine D. Mais par exemple, dites-vous bien que notre microbiote est extrêmement réceptif à la quantité et à la qualité de la lumière que nous lui envoyons, à la quantité et à la qualité du stress que nous lui envoyons, mais également à la quantité et à la qualité du sommeil que nous lui envoyons, d'accord? D'où, et en fait, ça rejoint encore une fois tout ce que je dis, que tout encore une fois va ensemble, mais que c'est important d'avoir un environnement de qualité, c'est important d'avoir un style de vie de qualité. Et enfin, dernier point qui est de plus en plus commun malheureusement à tout le monde, les perturbateurs endocriniens. Alors ça, c'est quelque chose dont on parlera dans un futur podcast, donc je vais pas trop détailler ce point-là, mais on sait à quel point malheureusement les perturbateurs endocriniens sont quelque chose qui malheureusement affecte notre physiologie de manière générale, et quelque chose qui va fortement venir surtout chez certaines personnes malheureusement qui ont une certaine sensibilité par rapport à ça, ça peut amener encore une fois des perturbations au niveau hormonal, ça peut amener des problématiques digestives sur le long terme. Bref, tout ça, on en parlera un peu plus en détail dans un prochain podcast. Quand on parle du métabolisme, la première notion qui revient et qui doit être comprise est celle de l'énergie. Le corps humain, comme n'importe quel autre système, contient de l'énergie, d'accord? Donc vous pouvez éventuellement vous demander ce qu'est l'énergie. Dans le monde de la nutrition, l'énergie est mesurée plus ou moins en calories. Lorsque nous parlons de calories en nutrition, nous parlons en fait tout simplement de kilocalories, d'accord? Alors des fois dans certains papiers de littérature, vous allez voir vous allez voir une autre unité qui est le kilojoule ou le joule. Bref, peu importe, on s'en fout, on va rester sur la calorie parce que c'est celle qui est la plus couramment utilisée. Le corps a besoin d'énergie pour bouger, il a besoin d'énergie, le métabolisme a besoin d'énergie, il a besoin d'énergie pour produire de la chaleur, pour effectuer des réactions biochimiques, pour permettre au système de se réguler. Par exemple, tous les systèmes qu'on a précédemment mentionnés. Le corps a besoin d'énergie pour permettre à vos cheveux de pousser, le corps a besoin d'énergie pour vous permettre de cicatriser, le corps a besoin d'énergie pour permettre la production de cellules immunitaires, par exemple, etc., etc. Sans énergie, le métabolisme ne tourne pas. Sans calories, la machine ne fonctionne pas. Dans la grande majorité des cas que je rencontre malheureusement en suivi, l'une des plus grosses problématiques que l'on peut voir est tout simplement le manque de calories. C'est aberrant et effarant de voir à quel point les gens sont en manque de calories de manière générale. Les gens ont peur de manger pour diverses raisons. Alors, ces diverses raisons peuvent s'expliquer simplement par, c'est très très con, hein, par les stéréotypes qui sont véhiculés par nos parents, par nos amis, par des personnes que l'on croise dans la rue, par des personnes que l'on rencontre en soirée, etc. Mais aussi de par les réseaux sociaux, le nombre de comptes Instagram, de coachs, de naturopathes, de médecins qui racontent n'importe quoi, mais n'importe quoi, et qui racontent constamment des conneries. Alors ça, on peut entendre le gluten, le lactose, le fait que il faille pas manger de glucides le matin, le fait que les glucides, le fait de consommer des glucides va vous fatiguer. En fait, on en arrive dans un truc en fait où les gens ne savent plus quoi manger, plus quoi boire, plus comment cuisiner, parce que dès qu'ils vont faire un truc, ils vont voir dans l'heure qui suit un mec qui va dire ah non, faut surtout pas faire ça. Puis après ils vont faire ce que le mec dit, puis après ils vont revoir un mec qui dit ah non, faut surtout pas faire ça, etc., etc. En fait, le problème c'est qu'aujourd'hui on est constamment dans une société en fait où on entend le tout et son contraire, et ça, on en arrive à un tel point que les gens ne savent plus quoi manger. Alors, couplé à tout ça, tout ce qu'on entend à la radio, à la télé, plus tout ce qu'on entend, encore une fois, tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut écouter, tout ce qu'on peut voir, etc. Enfin bref, en gros, il est tout à fait normal de comprendre qu'aujourd'hui les gens ont tout simplement peur de manger. Ils ne savent plus quoi manger ou comment, quand manger. Ils sont complètement perdus. Et ça, c'est quelque chose dont moi je peux me rendre compte aujourd'hui, c'est que les gens ont un gros manque de calories, et on sait à quel point déjà de base le métabolisme est une entité et quelque chose qui a besoin de calories pour fonctionner, et croyez-moi qu'il a vraiment besoin d'énormément de calories pour fonctionner. Donc, quand on sait à quel point le méta a besoin de calories juste pour se maintenir, vous vous doutez bien que pour permettre à votre métabolisme de faire
ce que vous attendez de lui dans la vie de tous les jours, il faut lui apporter une quantité de calories qui est tout simplement énormissime. Alors bien sûr, cette quantité de calories doit être adaptée en fonction de votre cas de santé, en fonction de votre contexte physiologique, en fonction d'autres facteurs dont on parlera un tout petit peu après. Mais voilà, en gros, vous devez impérativement envoyer de la calorie, d'accord ? Et ce manque d'énergie et ce manque de calories que nous sommes censés avoir à disposition, encore une fois, doit vraiment être adapté, j'insiste, adapté en fonction de votre situation physiologique, en fonction de votre cas de santé, en fonction de votre contexte actuel. Et c'est ça, encore une fois, qui va différencier le tout. Et il y a aussi, bien sûr, cette notion, il faut envoyer de la calorie, oui, mais il faut envoyer de la calorie intelligemment, avec cohérence, avec pertinence. D'accord ? Et plus vous allez être dans un environnement qui est demandant sur le plan physique, psychologique, émotionnel et au niveau du stress, et le plus votre corps aura besoin d'énergie pour permettre de subvenir à ce besoin. D'accord ? Plus vous êtes dans un environnement qui est demandant, plus vous allez avoir besoin de calories, plus votre corps aura besoin de calories. D'accord ? Et ça, vous devez le comprendre. Ça, c'est vraiment très important. C'est cette notion d'équilibre que l'on a. Un exemple très simple, plus vous faites un effort, plus vous allez avoir besoin de calories. Plus vous êtes sportif et plus le besoin de calories plus votre corps va avoir besoin de calories pour récupérer de l'effort que vous avez fait, de votre séance de sport, etc. Plus vous êtes dans un environnement qui est stressant et épuisant sur le plan professionnel par exemple, le plus vous allez avoir besoin de calories. Un exemple très simple, la grossesse, qui est un process qui dure 9 mois, est un process qui est épuisant pour l'organisme. Il faut quand même rappeler certaines choses, c'est que matin, midi, nuit et soir, peu importe que vous soyez en train de manger, en train de faire du sport, en train de parler, en train de boire, en train de travailler, en train de conduire, tous les jours, pendant 9 mois, votre corps, il charbonne H24 pour créer un nouvel être vivant. Pendant 9 mois, votre corps, il n'arrête pas de charbonner. Et encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que la grossesse est un process qui est extrêmement demandant physiquement pour la femme, physiologiquement, mais également psychologiquement. Et il est facile de comprendre que lorsque vous, mesdames, vous êtes enceintes, vous avez un besoin en calories qui est tout simplement énormissime. Combien de fois en suivi je vois des femmes qui ne mangent rien? Combien de fois en suivi je vois des femmes qui... Alors on sait que la grossesse est une période pour vous qui est assez particulière parce que c'est vrai que vous avez parfois des nausées, envie de vomir, des envies de bouffe un peu exotiques, si on peut dire ça comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps a besoin de calories. Vous devez lui envoyer de la calorie de par la finalité qu'une grossesse est censée amener, qui est tout simplement la naissance et la création d'un nouvel être vivant. D'accord ? Et encore une fois, n'oubliez pas que vous devez envoyer de la calorie, parce que on pense à la grossesse, mais il faut penser aussi au postpartum. Récupérer de la grossesse, mesdames, est quelque chose qui va être extrêmement demandant. Et vous devez envoyer de la calorie. Mais n'oubliez pas que après la grossesse, qu'est-ce qui se passe ? Bébé, il va pas rester à l'hôpital, donc forcément bébé, il vient à la maison, et on sait malheureusement à quel point les premières nuits, quand bébé arrive à la maison, vont être un peu courtes. Donc vous allez avoir bébé à gérer, plus le retour à votre vie, plus la reprise du taf, plus votre vie de couple, plus la vie sociale, plus votre vie de tous les jours, etc., etc. Et on sait très bien que les premiers mois de la vie de bébé pour les parents, c'est épuisant physiquement, psychologiquement et physiologiquement. Et on en revient encore une fois au fait que le plus vous êtes dans un environnement qui est demandant sur le plan physique, psychologique et physiologique, et le plus vous allez devoir envoyer de la cale pour subvenir à ce besoin. Encore une fois, le plus vous êtes dans un environnement, dans quelque chose qui est demandant, le plus vous allez devoir apporter de quelque chose pour pouvoir combler la perte que vous allez avoir, ou du moins pour combler les besoins. On peut également parler du burn-out aussi, mais on peut aussi très bien transposer ça avec la vie d'étudiant. On sait à quel point la vie d'étudiant est épuisante sur le plan physique, psychologique, mais aussi physiologique, de par les partiels, de par ceux qui sont en alternance, et pour ceux aussi qui au passage ont des jobs étudiants pour payer le loyer, remplir le frigo, etc., etc. Et il faut vraiment comprendre que nous sommes dans une société qui est de plus en plus demandante sur tous les aspects, autant physique, psychologique que physiologique, et il faut envoyer de la calorie pour être en mesure dans un premier temps de rester en santé et faire en sorte que notre organisme puisse se maintenir en santé et que notre métabolisme puisse se maintenir et se maintenir sur ses fonctions entre guillemets. Mais il faut comprendre que de par le fait que notre société est beaucoup plus demandante et que
forcément, on va demander à notre corps de faire beaucoup plus. On se doit d'envoyer de la calorie pour permettre à notre corps d'être en mesure de pouvoir répondre à ce besoin qui est encore plus demandant. D'accord? Et il y a plein d'autres raisons qu'on pourrait mentionner, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà quand même pas mal. Et encore une fois, le métabolisme a besoin d'énergie pour fonctionner. Votre santé a besoin d'énergie pour se maintenir et pour vous maintenir en pleine forme. D'accord? Votre corps a besoin d'énergie pour faire ce que vous attendez de lui. Dans la grande majorité des cas que j'ai, la première chose, encore une fois, que je constate, c'est que les personnes, et ça peu importe la problématique qu'elles peuvent rencontrer potentiellement, c'est qu'elles ne donnent vraiment pas assez de cale pour répondre aux besoins physiologiques du corps dans la situation donnée. Encore une fois, je vous invite à vous remémorer les exemples que je viens de vous citer. Alors bien sûr, la liste n'était pas exhaustive, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est surtout pour imager les exemples que je voulais vous donner. Et en fait, encore une fois, j'insiste, et ça vous devez vraiment le comprendre, si votre corps n'a pas assez d'énergie, il ne peut pas fonctionner. Allez, si vous voulez imaginer un peu le truc. Imaginez que vous voulez faire en voiture un trajet Nice-Toulon. Ça dure à peu près 2h30. Vous vous doutez bien que vous allez avoir besoin de beaucoup moins d'essence pour faire un Nice-Toulon qui dure à peu près 2h30, que pour faire un Nice-Paris qui va durer à peu près, on va dire comme ça la louche, 12 heures en voiture, 12-13 heures en voiture. Le trajet sera beaucoup plus demandant en termes d'essence. Pour la voiture aura besoin de beaucoup plus d'énergie pour pouvoir vous amener de Nice à Paris. Là, c'est exactement le même principe. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que la première stratégie que vous devez mettre en place dans la plupart et ça peu importe dans le cas dans lequel vous êtes, encore une fois bien sûr à adapter en fonction de votre contexte physiologique, en fonction de votre situation de santé, vous devez impérativement envoyer de la calorie. C'est vraiment hyper important. La première stratégie que moi je mets en place très souvent sur la plupart des cas que je rencontre, et ça peu importe la problématique, encore une fois, à adapter en fonction du cas physiologique, c'est d'envoyer de la cale à l'instant T pour permettre de répondre aux besoins physiologiques de l'organisme. Alors encore une fois, il y a vraiment différentes façons de faire puisque ça doit toujours être adapté en fonction de votre cas de santé, mais dans la grande majorité des cas, vous devez envoyer de la calorie. Nous sommes malheureusement encore une fois dans une société où les gens ont peur de manger et ça c'est très compliqué, ou alors des fois malheureusement certaines personnes n'ont pas forcément accès à la consommation d'énergie ou à la consommation de cale dont ils auraient besoin. Alors à ça, on peut citer différentes situations. Le fait que les antécédents de la personne par rapport à la nourriture, par exemple, ne lui permettent pas d'avoir accès à la calorie ou ne lui ont pas permis d'apporter ce dont le corps avait besoin. L'anorexie, par exemple. L'éducation de la personne, par exemple, on sait à quel point l'éducation de la personne joue énormément par rapport au relationnel qu'elle va avoir avec l'alimentation. Par exemple, on sait aujourd'hui que notre système, malheureusement, ne fait pas son job d'éducation pour sensibiliser les gens au fait de manger en quantité, en qualité, en diversité et en variété. L'éducation n'est pas non plus amenée par nos parents par rapport à ça, parce que eux-mêmes, de leur côté, n'ont pas été formés par ça. L'école ne fait pas le boulot, le système dans lequel nous sommes ne fait pas le boulot, ce qui fait que les personnes sont pas forcément intéressés par ce sujet-là. Donc l'éducation est quelque chose qui est l'un des facteurs qui peut expliquer le fait que les personnes ont peur de manger, qu'elles n'ont pas forcément accès à une bonne consommation d'énergie ou pas forcément accès à une bonne consommation de calories, entre guillemets. D'accord ? On peut aussi citer la religion. Certaines religions, par exemple, demandent de ne pas consommer certains aliments, par exemple, ou d'éviter la consommation de certains aliments. Par exemple, on peut prendre l'exemple du Ramadan, qui, par exemple, interdit de manger de telle heure à telle heure, mais par exemple autorise de manger de telle heure à telle heure, mais on sait très bien que l'apport calorique que de manière générale les gens ont au niveau du Ramadan peut être un peu diminué en comparaison des besoins physiologiques que l'organisme a, par exemple. D'accord ? On pourrait également citer le fait que certaines pathologies soient déjà présentes. Par exemple, certaines personnes vont demander une adaptation calorique au niveau des macros. Par exemple, quelqu'un qui a une insuffisance rénale ne pourra pas consommer autant de protéines que quelqu'un qui a une insuffisance pancréatique, par exemple. Quelqu'un qui a des problématiques digestives, au début, ne pourra peut-être pas envoyer autant de calories que nécessaire. Pourquoi ? Parce que déjà, de 1, le temps de trouver ce qui ne va pas, et de 2, parce que la personne n'aura pas la capacité digestive, en fait, pour pouvoir encaisser une grosse quantité de cale. Et c'est pour ça, en fait, que ça rejoint ce que je vous disais, que vous devez constamment adapter la quantité de cale que vous allez envoyer en fonction de votre contexte physiologique, de votre état de santé
et de là où vous en êtes actuellement sur votre contexte, encore une fois. D'accord ? Il y a aussi l'endroit où nous vivons qui peut plus ou moins définir l'accès que nous allons avoir à la calorie. Par exemple, c'est dur à dire aujourd'hui, mais certains pays et certaines populations n'ont pas forcément accès à une abondance calorique. Je pense par exemple aux pays pauvres et à certains pays et à certaines populations qui sont très reculées, par exemple. Un autre exemple qu'on peut aussi citer, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, nous sommes dans une société qui coûte de plus en plus cher. Les finances de la personne peuvent également expliquer le fait que certaines personnes n'aient pas forcément accès à une abondance calorique, entre guillemets. Nous savons que la nourriture devient de plus en plus chère, notamment les protéines, les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers, etc., etc. Et que ça peut être aujourd'hui compliqué pour certaines personnes de faire des courses et d'avoir un caddie qui est rempli. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Les choix nutritionnels de la personne également peuvent justifier le fait que certaines personnes auront plus ou moins accès à un certain total calorique. Par exemple, nous savons qu'il existe énormément de variantes diététiques. Il y a l'alimentation que l'on connaît avec un apport avec des aliments d'origine animale, mais aussi avec des origines végétales. Mais il y a aussi différentes variantes qui ont été notées. Les diètes carnivores, végétariens, végétaliens, OMAD, jeûne intermittent, pescétarien, flexitarien, et j'en passe, etc. et des meilleurs. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent expliquer le fait que les gens ne peuvent pas manger ou n'ont pas forcément accès à un certain total calorique. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est bon de le répéter. Les stéréotypes amenés par les réseaux sociaux, les praticiens de santé, amenés par la famille, l'entourage. Un jour on entend A, puis après on entend B, puis après le lendemain on entend C. Donc en fait les gens sont complètement perdus. Donc en fait ils finissent eux-mêmes par se restreindre parce qu'ils disent écoute, moi j'en ai marre d'entendre que je peux pas manger ci, que je peux pas manger ça, que ça je peux plus rien faire. Donc il y a un moment forcément merde. Il y a un moment merde. Donc il y a un moment je mange plus rien quoi. Et c'est triste parce que ça nous amène des fois dans des situations qui sont très particulières et qui sont très problématiques pour la santé à l'avenir, mais aussi par rapport au relationnel, par exemple, qu'on peut avoir avec l'alimentation. Pour ceux qui me suivent, et comme vous le savez peut-être, je fais des consultations que vous pouvez trouver dans la bio de mon Insta, pour aider les praticiens de santé, mais aussi les personnes lambda, entre guillemets, sur des sujets de physiologie, sur des sujets de nutrition, au niveau de la supplémentation, au niveau du training. Et moi, il y a un truc qui vraiment m'inquiète, vraiment au plus haut point, c'est que il est inquiétant de voir que la plupart des coachs, des naturopathes et des praticiens de santé, des personnes, encore une fois, qui sont censées nous guider, sont eux aussi complètement perdus sur ce qu'ils peuvent faire aux personnes qu'ils ont suivies, ils ne savent plus qui croire, même eux ne savent plus qui croire, quoi faire à cause de tout ce que l'on entend. Parce qu'un jour on a un médecin qui va nous dire ça, un jour on a un expert dans ce domaine-là qui va nous dire ça, puis après il y a un autre mec qui va arriver qui va complètement débunker l'expert en question. Donc en fait, la problématique que nous avons, c'est que même les professionnels de santé qui sont censés nous accompagner et vous accompagner, vous, pour la plupart que je peux rencontrer en consultation ou qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux, sont complètement perdus eux-mêmes. Ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus qui croire, quoi faire et quoi mettre en place en fait. Et ça, c'est très problématique parce que c'est encore une fois ces personnes-là qui sont censées nous guider et vous guidez-vous, eux-mêmes sont perdus quoi. Donc la situation n'est pas simple et c'est pour ça qu'en fait il est important de comprendre que nous sommes tous logés à la même enseigne par rapport à ça et il est important dans un premier temps de maîtriser et de comprendre les basiques avant de mettre en place des stratégies plus poussées entre guillemets pour améliorer la physiologie qui ça a été, c'est et ça restera la base de la base de la base. Ça a été, c'est et ça restera l'utilisation de la calorie reste la base de tout pour aider l'organisme en toutes circonstances, d'accord? Et ça, c'est quelque chose sur lequel au moins tout le monde, dans tous les cas, au moins 80-90% des professionnels de santé sont d'accord. Il faut manger en quantité, en qualité, en diversité et en variété pour faire en sorte que l'organisme ait tout ce dont il a besoin au niveau des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines, des minéraux, des fibres, des acides gras, des polyphénols, etc., etc., etc. D'accord? Et croyez-moi, l'organisme, lui, il se prend même pas la tête, d'accord? Il fonctionne sur un système très simple d'équations, et j'insiste par rapport à ça, parce que très souvent, quand on dit qu'il faut enlever de la calorie, la première image que les gens vont avoir en tête, c'est que mais je vais prendre du poids. Non, pas forcément. Encore une fois, l'organisme, lui, il ne se prend pas la tête. Il fonctionne sur un système qui est très simple, une opération qui est très simple, et ça, j'insiste, peu importe comment vous effectuez vos repas, que vous mettiez tous vos glucides le soir, pas de glucides le soir, que vous mettiez tous les lipides le soir, pas de lipides, que vous fassiez un repas, 2 repas, 3 repas, 5, 10, 15 repas, que vous mangez 2000 cales, 3000 cales, 4000 cales, 5000 cales, que vous fassiez du OMAD, des diètes carnivores, jeûne intermittent, enfin bref, vous avez compris. Peu importe
Comment vous allez mettre votre diète en place? Encore une fois, à la fin de la journée, ce qui va compter, c'est la quantité de calories à disposition pour faire fonctionner l'organisme. À la fin de la journée, le corps fait une opération qui est très simple. C'est ce qu'on appelle la balance énergétique. Mais vraiment, j'insiste, le corps ne se prend même pas la tête par rapport à ça. Alors, il va prendre en compte les calories entrantes, c'est tout ce qui va apporter de l'énergie à l'organisme, tout ce qui est aliment, tout ce que vous allez manger, toutes les boissons qui vont contenir potentiellement des calories et tout ce qui contient de la calorie que vous allez consommer, tout simplement. Il va prendre également tout ce qui est calories sortantes, donc la thermogénèse, la pratique sportive que vous allez avoir, le NEAT, etc., etc. Et encore une fois, à la fin de la journée, et ça, j'insiste vraiment, peu importe la façon dont vous allez répartir votre diète et la stratégie que vous allez mettre en place. Et pareil, encore une fois, j'insiste, peu importe que vous fassiez des jours hauts et des jours bas, des jours hauts, des jours moyens, des jours bas, peu importe, j'insiste, à la fin de la journée, l'organisme fait l'opération très simple. Le plus l'organisme a de calories à disposition à la fin de cette équation, le plus il va avoir de calories entre guillemets à utiliser pour faire en sorte que la machine puisse tourner. Le plus il sera en mesure de pouvoir faire fonctionner votre organisme pour créer encore une fois de nouvelles cellules immunitaires, pour fabriquer des nouvelles enzymes digestives, pour permettre la pousse des cheveux, pour réhydrater la peau, pour maintenir une bonne libido, pour maintenir une bonne qualité lors de vos rapports sexuels, pour vous permettre de mieux gérer le stress, etc. À la fin de la journée, le corps fait l'opération très simple. Calories entrantes, moins calories sortantes. Très simple. En fait, c'est comme un compte en banque. C'est le même principe que le solde de votre compte en banque. Si vous dépensez plus d'énergie que ce que vous en consommez, et ça j'insiste encore une fois, peu importe comment vous allez mettre en place votre diète, si vous consommez plus d'énergie que ce que vous en avez ingurgité, le poids descend. Si vous consommez plus d'énergie que ce que vous avez dépensé, le poids monte. Si vous êtes à peu près 50-50, le poids va plus ou moins se stabiliser sur une tranche qui peut aller de 1 à 2 kilos. Pourquoi 2 kilos? Parce que ça, on le sait malheureusement, les femmes qui ont des cycles menstruels, surtout si vous faites beaucoup d'eau malheureusement, de par les fluctuations hormonales qui sont amenées, malheureusement vous allez faire de l'eau et vous avez un poids qui monte à ce moment-là. Mais encore une fois, ce n'est que de l'eau. C'est pas une prise de poids entre guillemets au sens propre auquel vous pouvez l'entendre, au sens propre auquel vous pouvez le comprendre. C'est uniquement de l'eau qui est fait. Et quand vous pesez la semaine qui suit les règles, vous voyez très souvent dans la plupart des cas que le poids redescend et il revient à la base que vous aviez un peu sur la période règle. Donc voilà, encore une fois, on répète l'équation, elle est très simple. Si vous dépensez plus d'énergie que ce que vous consommez, le poids descend. Si vous consommez plus d'énergie que ce que vous dépensez, le poids monte. Si vous êtes à peu près 50-50, le poids va se stabiliser sur une tranche qui peut aller de 1 à 2 kilos par exemple. D'accord ? J'aimerais qu'on fasse un petit aparté sur le stress, parce que le stress est quelque chose qui est extrêmement impactant aujourd'hui. On oublie que, il y a un postulat que vous devez comprendre, d'accord ? Le stress amène de la fatigue. La fatigue va ramener du stress. Oubliez pas ce que je vous ai dit. Le plus vous êtes dans un environnement qui est stressant, un environnement qui est demandant sur le plan physique, psychologique et physiologique, le plus vous allez avoir besoin de cale pour répondre à la besoin, pour répondre aux besoins énergétiques de l'organisme à l'instant T. Le stress amène de la fatigue. La fatigue va ramener du stress. Mais ce postulat-là, vous le prenez et vous l'amenez dans l'autre sens. La fatigue amène du stress et le stress va ramener de la fatigue. Mais regardez, on peut même détailler ça un peu plus. Le stress va amener quoi ? De l'énervement, de l'anxiété, de la nervosité, qui va amener de la fatigue. Cette fatigue, qu'est-ce qu'elle va nous amener ? Pareil, de l'anxiété, de l'énervement, du stress, de l'anxiété, etc., etc., qui va nous ramener du stress derrière. Mais, encore une fois, ce postulat-là, on le prend, on le retourne dans l'autre sens. La fatigue, elle amène quoi ? De la nervosité, de l'anxiété, etc., qui va nous ramener du stress. Et ce stress va nous ramener quoi ? De l'anxiété, de la nervosité, etc., qui va venir accentuer la fatigue qui est déjà présente. Et on en revient dans ce fameux schéma où c'est le serpent qui se mord la queue. Alors attention. Aujourd'hui, le problème, c'est que le mot stress est un terme qui a été vraiment employé à toutes les sauces. Alors j'insiste, il est important de comprendre que le stress n'explique pas tout, il n'est pas la réponse à tout, il ne justifie pas tout. D'accord ? Cependant, le stress est un facteur qui va fortement
plus ou moins faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre, d'accord? Il est important de comprendre qu'il est extrêmement compliqué et difficile de quantifier et de qualifier la façon dont le stress va affecter quelqu'un en raison de tous les éléments précédents qu'on a cités durant ce podcast, mais aussi sur le fait que nous sommes tous similaires mais à la fois extrêmement différents dans notre façon d'interpréter le monde, d'interagir avec le monde qui nous entoure et de comprendre le monde également. D'accord? Plus une personne est exposée à un ou des stress et plus elle sera en mesure de pouvoir répondre à ce stress de la meilleure manière qui soit, de par son expérience, de par ses vécus, etc., etc. D'accord? Mais c'est ça en fait qui rend compliqué le fait de quantifier et de qualifier la façon dont le stress va affecter quelqu'un en fait. Plus une personne est exposée à un ou des stress et plus elle pourrait être en mesure potentiellement, si bien sûr sa physiologie et si sa santé lui permet, de répondre à tous ces stress. Alors, le problème c'est que le stress est un terme qui a été utilisé vraiment dans tous les sens du terme au travers des réseaux sociaux, de par des personnes qui n'y comprennent rien, de par beaucoup de naturopathes, de par beaucoup de coachs, de par beaucoup de praticiens de santé. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress n'est pas forcément quelque chose qui est négatif. D'accord? Nous avons besoin de stress pour vivre. Le problème est que le stress est un terme, encore une fois, qui a vraiment été utilisé à toutes les sauces, à tel point que il n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Donc, on va essayer de redéfinir un peu ça. En réalité, tout est stress. Tout est stress. Promener le chien est un stress. Prendre de la voiture pour aller au taf est un stress. Jouer avec votre enfant est un stress. Travailler est un stress. Faire une séance de sport est un stress. Une rupture sentimentale est un stress. Un licenciement est un stress. Des problèmes financiers sont un stress. Tout est stress. Tout est stress. Cependant, il y a différents niveaux de stress. Et ces différents niveaux de stress vont vraiment être quelque chose qui va vraiment venir impacter la personne, combiné à tout ce que je vous ai dit juste avant dans le podcast, plus sur le fait que la personne, nous sommes tous différents sur notre façon d'arriver à gérer le stress. D'accord ? Et c'est ce qui rend encore une fois le fait que il est compliqué de quantifier et de qualifier la façon dont le stress va affecter quelqu'un. Cependant, quand on parle du stress, encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle normalement, en tout cas, d'un stress qui est vraiment chronique, qui est un stress qui est là depuis très longtemps, avec une forte exposition, un stress qui est vraiment toxique pour le corps. Encore une fois, comme le dit l'adage, hein, c'est la dose qui fait le poison, d'accord ? Donc le stress n'est pas forcément quelque chose de mauvais pour l'organisme, puisque encore une fois, le stress est quelque chose qui permet à l'organisme justement de vous permettre de vous permettre de faire ce que vous faites dans la vie de tous les jours, d'accord ? Quand on parle de stress de manière générale, on parle juste d'un stress qui est toxique, un stress qui est néfaste, un stress qui a été présent pendant trop longtemps, d'accord ? Et on parle vraiment d'un stress qui est vraiment nocif pour l'organisme. On va prendre un exemple très simple et vous allez comprendre. On prend une relation de couple, par exemple, où la personne est en couple avec un pervers narcissique. On peut également prendre un environnement professionnel qui est malsain, où la personne est au bord du burn-out, une pathologie qui est déjà présente. On sait que une pathologie présente, par exemple, on va prendre l'endométriose. On sait à quel point l'endométriose est un stress énorme pour l'organisme, mais c'est aussi un stress pour la personne sur le plan psychologique, mais aussi physiologique, ce qui va se faire ressentir sur le physique également, par exemple. Et encore une fois, comme on le dit, c'est la dose qui fait le poison. Et quand on parle d'un stress qui est chronique, on parle d'un stress qui est toxique pour le corps. D'accord ? On parle d'un stress qui sur un X laps de temps, et très souvent malheureusement un laps de temps qui est très très long, un laps de temps qui dure depuis des jours, des semaines, voire des années pour certains malheureusement, c'est un stress qui va être extrêmement pesant pour le corps à porter. Et encore une fois, n'oubliez pas que le stress amène de la fatigue amène du stress. Mais encore une fois là, ce postulat-là, on le prend et on le tourne dans l'autre sens où la fatigue va amener du stress et le stress va amener de la fatigue. D'accord ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces stress auxquels la personne va être exposée, multiplié par le nombre de jours, de semaines, de mois et d'années, malheureusement, multiplié par tout ça, avec l'importance de l'exposition à ce stress, etc., qui vont faire que la personne va être susceptible d'être emmenée sur un terrain pathologique, potentiellement un terrain de santé auquel elle est peut-être prédisposée, ou ça va potentiellement faire accentuer quelque chose que la personne a déjà. Ce qu'il faut retenir, c'est que le stress va constamment, un corps qui est fatigué sur le long terme, encore une fois, un corps qui est stressé sur le long terme, un corps qui est vraiment épuisé sur le long terme, va constamment accélérer l'apparition de ce à quoi vous êtes prédisposé, ou, et c'est là où vous allez potentiellement vous reconnaître, ou accentuer quelque chose que vous avez déjà. Donc, des exemples très simples, d'accord, pour vous permettre d'imager ça un peu.
admettons que par exemple vous avez des problèmes digestifs, d'accord? Vous savez que quand vous stressez, le digestif, paf, il est accentué fois 1000. C'est là où les problématiques que vous avez de ballonnement, de douleurs digestives, etc. sont accentuées. Si par exemple vous avez un transit qui est vraiment accentué sur un profil type diarrhéique, là vous le savez, vous stressez, paf, ça part en diarrhée dans tous les sens. Si vous avez par exemple des maux d'estomac, paf, des RGO, paf, ça part. Si vous avez des remontées gastriques, paf, ça part, etc., etc. Si de base vous êtes fatigué, encore une fois, n'oubliez pas que le stress va constamment accentuer ce que vous avez. Si de base vous êtes fatigué, vous pouvez être sûr que le stress ne va faire que d'accentuer la fatigue que vous avez déjà. Vous avez un manque de libido, donc admettons que vous avez connu une petite période où vous avez eu légèrement de stress, donc la libido commence à revenir. Et là, par le plus grand des karmas, un gros stress qui arrive pendant plusieurs jours, semaines, mois, etc. Et paf, la libido que vous commenciez à récupérer, malheureusement, elle prend un grand coup, etc., etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que gérer un stress chronique est épuisant pour le corps. Ça lui demande beaucoup en termes de ressources sur le plan physiologique, sur le plan énergétique, mais aussi sur la quantité de macro et de micronutriments que ce dernier va devoir utiliser pour tamponner ce stress. Et quand vous prenez en compte tout ce que je viens d'énoncer, d'accord, vous comprenez encore une fois à quel point il est important dans un premier temps pour aider le corps à gérer le stress, à avoir un environnement le plus sain possible. Et là, on en revient à ces fameux piliers où je vous disais justement que la santé de quelqu'un est fortement impactée de par sa génétique, son style de vie, antécédents, traitements médicamenteux, mais également sur le fait qu'il est important d'avoir l'environnement le plus qualitatif possible, d'accord? Et juste le fait d'apprendre à gérer le stress, d'avoir un environnement qui est sain permet vraiment d'amenuiser plus ou moins les effets que ces stress que je viens de vous décrire va avoir sur le corps. Et aussi, rappelez-vous l'exemple que j'ai énoncé tout au début par rapport au fer et par rapport au stress et sur le fait que lorsque le corps est stressé, lorsque le corps est fatigué, il est extrêmement demandant en termes de fer. Et quand vous réécoutez, donc je vous invite donc du coup à réécouter le tout début du podcast, forcément vous vous rendez compte encore une fois que c'est ça plus ça plus ça plus ça qui fait que. Et encore une fois, n'oubliez pas que lorsque vous avez un corps qui est fatigué, un corps qui est stressé, vous devez d'envoyer de la calorie, c'est hyper important. Pour terminer cet aparté, retenez bien que le stress amène de la fatigue et que la fatigue va régénérer du stress derrière. Mais qu'encore une fois, ce postulat-là, on le prend, on l'amène dans l'autre sens et que la fatigue va amener du stress et que le stress va ramener de la fatigue. Et le problème, c'est qu'on se retrouve vraiment c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et n'oubliez pas que le stress va constamment accélérer l'apparition de ce à quoi vous êtes peut-être prédisposé et que le stress va également accentuer quelque chose que vous avez déjà. Le point A qui amène le point B, le point B qui amène le point C qui va réaccentuer le point A. Et en fait, vous voyez que tout ce que je vous ai dit tout au long de ce podcast, tout est lié en fait. Tout est lié. Et on en revient à cette fameuse phrase que je vous ai dit au tout début du podcast, qui est tout simplement le fait que notre santé, notre corps fonctionne sur un principe où chacune des étapes qui le composent, d'accord, c'est un ensemble d'étapes qui est successif, un ensemble d'étapes qui est mécanique et qui vont agir en synergie les unes avec les autres comme une chaîne, et que si l'un des maillons de cette chaîne commence à être un peu fébrile, malheureusement c'est tout le reste de la chaîne qui va venir être touché, et après ça amène sur tout ce que je vous ai décrit pendant ce podcast. Donc en fait, encore une fois, vous voyez que tout est lié. En physiologie, l'avantage c'est que tout peut être expliqué et tout est explicable. Il n'y a pas de raison précise qui peut faire que par exemple le corps arrive et pète les plombs du jour au lendemain. Il y a toujours des éléments précurseurs en fait. Et quand on a des personnes en suivi qui ont des problèmes de santé, et c'est pour ça que c'est important de comprendre toujours, et c'est pour ça que je vous disais au passage que le métabolisme, dans cette petite définition un peu philosophique, je vous disais que le métabolisme, encore une fois, c'était le passé, le présent, mais également le futur. Ça, il faut le comprendre, c'est passé, présent et futur. Quand vous vous rendez compte que le métabolisme, c'est ce que nous avons eu, ce que nous avons été, notre passé, nos antécédents, nos traumas, notre éducation passée, etc., mélangé au fait de c'est ce que nous sommes aujourd'hui, notre présent, et c'est ce que nous faisons maintenant, mélangé au fait que c'est ce que nous serons demain et la direction que nous prenons, d'accord? Eh bien, vous vous rendez compte qu'à chaque fois que nous avons des personnes en suivi, par exemple, qui ont des problématiques de santé, il y a toujours eu énormément d'éléments avant-coureurs. Votre passé détermine votre présent et votre présent va déterminer votre futur. Et très souvent, lorsque nous avons des personnes qui, en suivant encore une fois, ont des problèmes de santé,
très souvent, ces personnes-là sont des personnes qui ont eu des passés très complexes au niveau de leur environnement, au niveau du stress, au niveau de leur fonction de physiologie déjà de base, etc., etc., etc. Voilà. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre et c'est vraiment ce qu'il faut retenir pour terminer ce podcast, parce que c'est enfin la fin, c'est que le métabolisme est une notion qui est beaucoup plus complexe à comprendre qu'une simple définition que l'on peut trouver sur Wikipédia. Et c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire une sorte de podcast d'introduction. Donc j'espère au passage que ça vous a plu. Et vraiment pour vous donner un peu mon interprétation du métabolisme. Et c'est comme ça que moi je la comprends. Et c'est comme ça que moi je l'interprète. Et c'est comme ça que moi je la traite avec les personnes que j'en suis. J'espère que ce podcast vous a plu. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir écouté ce premier podcast. N'hésitez pas à me faire des retours par rapport à ce premier épisode. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si c'est possible. N'hésitez pas vraiment à mettre 5 étoiles, hein, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, d'accord. On va vraiment avoir besoin de vous pour faire monter le podcast et le but est que ce podcast devienne vraiment le podcast numéro 1 en termes de physiologie. Tous les sujets qui vont arriver vont vraiment vous plaire. Si vous avez aimé ce sujet-là, si vous avez aimé la façon dont j'ai abordé ça, je peux vous garantir que les prochains sujets vont vous plaire, surtout aussi de ce qui est prévu par la suite au vu de comment le podcast est censé évoluer. Donc voilà. Donc encore une fois, n'hésitez pas à partager, liker, enregistrer, à commenter si jamais c'est possible, à noter 5 étoiles, à en parler autour de vous, parce que c'est uniquement grâce à vous que ce podcast pourra se faire connaître et pourra grimper. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. C'était Finesse Break. Je vous dis à bientôt. Merci. Ciao.